Bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo de la série Mouvement et Interaction consacrée aux notions d'énergie cinétique et de travail d'une force. Commençons par un petit aperçu historique en rappelant que le concept d'énergie a mis très longtemps à émerger et que sa formulation précise n'est apparue qu'au milieu du 19e siècle. La première utilisation du mot, avec un sens proche de ce qu'on connaît, apparaît en 1717 dans une lettre de Jean Bernoulli à Pierre Varignon. Mais dans cette lettre, ce mot représente alors le produit de la force par le déplacement, qu'on appellera en fait ensuite travail d'une force, et dont on verra la forte connexion avec l'énergie dans une prochaine vidéo. En fait, au XVIIe et XVIIIe siècle, les physiciens qui étudient le mouvement ont l'intuition que quelque chose se conserve au cours de ce mouvement. Certains, comme Descartes par exemple, pensent qu'il s'agit du produit de la masse par la vitesse, alors que d'autres, comme Leibniz, soutenu par la marquise Émilie du Châtelet, pensent que c'est le produit de la masse par le carré de la vitesse, qu'on appelle alors force vive. C'est une série d'expériences qui va donner raison à Leibniz. On regarde l'impact d'une bille dans de la glaise en fonction de sa vitesse. Alors la glaise, c'est une sorte de boue, et on constate que l'impact va être proportionnel à la masse, mais pas à la vitesse, et va être plutôt proportionnel au carré de la vitesse, ce qu'on peut représenter ici sur le schéma. Et dire par exemple qu'on constate qu'une bille ne fait pas deux fois plus de dégâts lorsqu'elle vient frapper de la glaise avec une vitesse 2 fois plus grande. Finalement, c'est au milieu du 19e siècle qu'on arrive à l'expression connue désormais de l'énergie cinétique de translation, qu'on écrit ici EC égale 1/2 de m fois v carré, avec m la masse du système en kilogrammes, v sa vitesse en mètres par seconde, et l'énergie cinétique évidemment, comme toutes les énergies, en joules. Alors comment peut-on modifier cette énergie cinétique ? Eh bien, tout comme on l'a vu en classe de seconde, pour modifier le mouvement, on va avoir besoin d'une force. Revenons pour commencer sur un constat de Leibniz. Il nous dit il faut autant de force pour élever un corps A d'une livre à la hauteur CD de 4 toises que d'élever un corps B de 4 livres à la hauteur EF d'une toise. Alors une livre, ça représente une certaine masse, 4 livres, ça représente donc une masse 4 fois plus importante. Et pour un corps avec une masse 4 fois plus importante, il faut autant de force, ici sous-entendu force vive, c'est-à-dire d'énergie, pour l'élever à une hauteur d'une toise, que pour élever le corps d'une masse d'une livre à hauteur de 4 toises. Donc on voit bien qu'il y a un rapport entre le déplacement et la masse ici de l'objet. Pour aller plus loin, il nous dit il est donc manifeste, le corps A, étant tombé de la hauteur CD, a acquis autant de force, on rappelle que c'est ici, ça veut dire dans le sens d'énergie, précisément, que le corps B tombé de la hauteur EF. Donc les deux corps tombant avec des hauteurs différentes, avec des masses différentes, acquièrent la même énergie. Alors on peut compléter avec ce petit schéma et voir l'efficacité d'une force sur la mise en mouvement d'un objet. Ici, la voiture d'un train. On voit évidemment que la force la plus efficace va être la force F1 ici qui est dans le sens du déplacement AB. Plus efficace en tout cas que les forces F2 et F3 qui sont ici sur le côté. Alors on peut même aller plus loin puisque certaines n'ont aucun effet sur le mouvement, comme la force F5 par exemple, qui est perpendiculaire au déplacement. Et même que F4 ici a un effet totalement inverse, c'est-à-dire qu'elle va empêcher ou ralentir le mouvement entre A et B. Alors on arrive à une expression générale du travail d'une force constante sur un trajet AB, que l'on va noter W pour work en anglais travail, sur le trajet AB mis en indice de la force F, qui va être égal au produit scalaire de la force F par le déplacement AB. Voilà le déplacement AB, voilà la force F. Avec l'expression du produit scalaire de manière mathématique, on peut aussi écrire ce travail comme étant le produit de la norme de F, qu'on note tout simplement F ici, fois la norme du vecteur AB, qu'on note AB, la distance AB, fois le cosinus de alpha, alpha étant l'angle qu'on voit ici entre le vecteur F et le vecteur AB. Alors on retrouve la force en newton, la valeur de AB, la distance en mètres,
cosinus alpha n'a pas d'unité. Et au final, le travail de la force est en joules ici aussi. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec des exemples d'expressions de travail de force constante. Merci, au revoir.